Merci beaucoup. Alors, merci aux organisateurs de m'avoir invité et merci à vous d'être présent en distanciel. Je vais donc vous parler de mon travail de mémoire de Master 2 de recherche en médecine palliative qui porte sur des résultats intermédiaires d'une étude s'intéressant aux représentations des médecins français de soins palliatifs concernant la participation des patients à des études de recherche clinique. Alors, le plan de la présentation est assez typique et donc je vais le suivre pour vous détailler ces résultats préliminaires et qu'on puisse en discuter ensemble après. Alors, vous allez peut-être vous dire pourquoi on s'est intéressé à cette question. La recherche en France concernant les soins palliatifs et la fin de vie du côté médical est en plein développement. Elle a probablement un petit retard par rapport aux pays anglo-saxons, mais elle commence à se développer de plus en plus et on a constaté des difficultés qui sont d'ordre multiple et qui sont communes et retrouvées dans la littérature et partagées au niveau international, qui sont de différents ordres, que ce soit organisationnels, de financement, mais surtout et essentiellement des problématiques de recrutement dans les études cliniques, de recruter des patients ou des proches. On s'est donc posé la question de pourquoi il existe des difficultés à recruter, à inclure dans des protocoles de recherche clinique en soins palliatifs. Est-ce qu'il y a des particularités qu'il serait important de connaître dans l'objectif en fait d'y remédier et ce dès l'écriture, dès l'émergence du projet de recherche. Alors on a fait toute une revue de la littérature pour s'intéresser à ces problèmes de recrutement et un phénomène a attiré notre attention puisque nous l'avons constaté en clinique mais qu'on ne savait pas qu'il était déjà étudié, c'est ce phénomène de gatekeeping. Alors c'est un terme anglais qui veut dire, grosso modo, en fonction des définitions, mais la définition la plus simple correspond à ne pas proposer une étude à un patient, bien qu'il soit éligible. Donc ça veut dire qu'il a les critères d'inclusion, qu'il pourrait y participer, mais que le responsable de la recherche ne va pas proposer au patient d'y participer. Ça peut vous paraître étonnant, mais c'est un phénomène bien réel qui n'est pas que en soins palliatifs, qui existe dans toutes les spécialités faisant de la recherche clinique. Et ce phénomène, notamment dans les études de soins palliatifs, il peut être responsable de 25% des causes d'inaccessibilité d'un patient à une étude. Donc c'est non négligeable, puisque l'autre grande cause d'inaccessibilité du patient dans les études de soins palliatifs, c'est le décès avant la fin de l'étude, qui a le même pourcentage d'inaccessibilité. Donc, on a continué à étudier la littérature existante pour savoir quelles données on avait sur ce gatekeeping et notamment quelles données on avait en soins palliatifs. Alors, il existe une revue de la littérature de faible niveau de qualité, puisqu'il y a très peu d'études réalisées sur le sujet, qui date de 2016 et qui retrouve que dans la littérature, surtout anglo-saxonne, puisque les pays qui ont fait des études sur le gatekeeping sont uniquement le Royaume-Uni, les États-Unis et l'Australie, que dans le fonctionnement de ces pays-là, il semble avoir différents acteurs déjà du gatekeeping, qu'on appelle les gatekeepers, qui sont en premier les professionnels de santé, et puis après on a d'autres acteurs possibles, les comités d'éthique qui valident ou non la participation d'un patient, les directions, soit la direction de recherche ou la direction des instituts de santé, les proches du patient et les chercheurs. Et ce qui nous intéressait nous plus, c'était quelles étaient ces raisons, pour savoir si on pouvait y remédier. Et les raisons sont partagées par l'ensemble des gatekeepers, sont regroupées en 6 grands thèmes. Tout d'abord, la peur d'accabler le patient ou d'augmenter un fardeau pour le patient, la difficulté à divulguer l'état de santé du patient, la peur d'accabler ou d'augmenter le fardeau des proches, des doutes sur l'importance ou la qualité de l'étude proposée, l'attitude de l'acteur, donc du gatekeeper, envers la recherche et son niveau d'expertise en recherche. Et puis après, tout ce qui est logistique, que ce soit matériel ou en termes de nombre de personnes pouvant s'impliquer dans la recherche. Donc, ces données nous semblaient intéressantes, mais il semblait malgré tout qu'il y ait un manque de données dans la littérature, avec notamment des zones d'ombre, puisque si on s'intéressait à la France, on n'a pas le même moyen de fonctionner en recherche,
on n'a pas, par exemple, des chercheurs dédiés pour la recherche clinique, et c'est souvent les médecins qui sont aussi les investigateurs et qui proposent aux patients. Et donc, ce fonctionnement-là nous a fait dire que peut-être on n'aurait pas les mêmes raisons de ne pas vouloir proposer à un patient. Et puis, la culture des soins palliatifs en France n'est pas la même non plus que dans les pays anglo-saxons, comme la culture du milieu hospitalier et de la recherche. Donc, dans cette optique-là, il nous semblait intéressant de poursuivre les investigations sur le gatekeeping en se centrant cette fois-ci sur la particularité ou pas, parce que peut-être qu'on aura les mêmes résultats sur la France. Et donc, on en est venu à se poser la question de quelles sont les représentations des médecins français concernant la participation des patients dans des protocoles de recherche clinique en soins palliatifs. Alors, notre méthodologie, elle découle de nos objectifs. C'était de comprendre les freins et leviers des médecins à proposer à un patient de participer à une recherche clinique en soins palliatifs. Et pour ça, on a fait une étude interdisciplinaire et on a souhaité faire une étude qualitative de type enquête ethnographique, mêlant des observations non participantes et des entretiens individuels semi-dirigés afin de croiser les discours et les actes. L'analyse, alors les participants dans un premier temps étaient uniquement des médecins de soins palliatifs qui étaient investigateurs. Ça veut dire qu'on se centrait sur la population de médecins qui s'intéressaient à la recherche clinique, qui étaient partants pour inclure des patients, pour que du coup on puisse comprendre pourquoi eux, qui étaient déjà partants pour inclure des patients, n'avaient pas toujours inclus les patients qui étaient incluables. On s'est centré sur des médecins exerçant sur des USP et des équipes mobiles de soins palliatifs, puisque dans l'organisation des soins palliatifs en France, ce sont ces deux structures-là qui sont normalement porteuses de recherche clinique, même si on peut en faire dans toute structure. Le recrutement a été fait via l'annuaire de la plateforme de la recherche, et puis un effet boule de neige. On a juste exclu les médecins du centre dans lequel on travaille, qui étaient au courant du projet de recherche et qui, du coup, risquaient d'avoir déjà entendu parler de différents éléments. Le recueil des données voulu initialement était en 2 temps. Un temps d'observation non participant assez court de quelques jours sur le lieu d'exercice du médecin lors de ses pratiques de recherche pour comprendre son environnement, l'observer dans sa pratique, et un second temps d'entretien semi-dirigé, bien sûr avec un guide d'entretien et des recueils de données quantitatives sociodémographiques. Une analyse thématique et structurale est réalisée en collaboration avec une sociologue de la santé, dont je vous reparlerai tout à l'heure, Madame Lecomte Hélène. Pour ce qui est du réglementaire, une note d'information pour les participants, une déclaration MR004 et CNIL a été réalisée et le protocole avait été validé avant son début par un comité d'éthique local nantais. Alors la crise est passée par là et on a dû revoir nos objectifs en fonction du confinement et des interdictions de déplacement. Et donc nous avons d'abord fait des entretiens et nous n'avons pas réalisé pour le moment les observations non participantes puisque les déplacements de chercheurs dans des unités de santé étaient interdits ou non recommandés au vu du Covid. Et donc je vais vous présenter les résultats des premiers entretiens et des analyses intermédiaires et se basant sur les entretiens réalisés en février et avril 2020. Nous avons pu nous entretenir avec 7 médecins. La durée moyenne de ces entretiens était de 51 minutes. C'est des entretiens qui peuvent être considérés comme assez longs puisqu'il y avait une partie biographique pour retracer leur parcours de vie qui était demandé. Les médecins venaient de 3 régions, on ne peut pas vous dire plus pour garder leur anonymat. Concernant les entretiens, 2 ont été faits en face à face, puis le Covid interdisant les déplacements, le reste a été fait par téléphone ou en visio. Notre échantillon intermédiaire est diversifié, sauf concernant le sexe des interviewés et sur le lieu d'exercice, puisque nous n'avons pas d'hôpital dit périphérique. Concernant les classes d'âge, les tests d'origine, donc ça veut dire quelle spécialité le médecin fait initialement, puisque les soins palliatifs sont une surspécialité, sur leur type d'exercice en équipe mobile ou en USP,
Et après, ce qui nous intéressait, c'est qu'ils sont diversifiés sur leur formation ou non en recherche, sur leur niveau d'implication dans des protocoles de recherche. Ont-ils été investigateurs coordinateurs ou investigateurs qu'au niveau local, et sur leur niveau de publication, c'est-à-dire ont-ils déjà publié en français et en anglais dans des revues indexées ou non. Donc, ils étaient diversifiés sur ces 3 derniers critères. Concernant nos premiers résultats, donc intermédiaires sur ces 7 entretiens, quand on s'intéressait aux représentations des médecins concernant la participation des patients à des études cliniques, assez rapidement, ils évoquaient d'eux-mêmes, sans le nommer clairement, le gatekeeping, et généralement, ils en avaient une vision dichotomique. Cette vision était quasiment pour tous une vision négative du phénomène. Une seule personne a osé d'emblée dire qu'il y avait une vision positive de ce phénomène comme un filtre nécessaire, utile pour protéger le patient. Le reste, dans un premier temps, nous disaient tous que ce phénomène était négatif, qui pour eux, c'était une erreur, un manque de rigueur scientifique, et qui surtout, c'était un phénomène basé sur une vision subjective et forcément erronée, qui pouvait être responsable de conséquences néfastes pour la recherche et du coup qui devait être combattu. Ce qui était assez étonnant, c'est que plus on déroulait l'entretien et plus on évoquait des sujets s'éloignant un peu de la participation même du patient, mais plutôt de la recherche clinique de manière plus globale en soins palliatifs, et bien cette vision dichotomique, elle s'estompait. Et les médecins qui semblaient être totalement contre et disaient devoir combattre ce phénomène de gatekeeping, à travers leur vision de la recherche clinique, semblaient peut-être un peu moins défavorables. Quand on s'intéressait donc à leur représentation de la recherche clinique en soins palliatifs, 3 grands thèmes ressortaient avec des sous-thèmes. Donc, vous voyez dans ce tableau-là, les 3 grands thèmes sont les 3 grandes colonnes. Ce qui ressortait principalement, c'était l'apport bénéfique de la recherche. Alors, un apport bénéfique pour un apport scientifique, puisque ça améliore les connaissances, ça permet de légitimer la spécialité soins palliatifs. C'est aussi pour certains une source d'épanouissement personnel. Ça peut être un échappatoire au quotidien. Ça permet de sublimer son quotidien. Et la recherche, c'est aussi vu comme un moyen d'éclairer cette spécialité obscure qu'est les soins palliatifs. Et ça permet surtout d'avoir un langage commun avec les autres spécialités médicales. Ça permet une reconnaissance par les pairs et ça permet aussi une certaine attractivité du service pour de nouvelles recrues. La deuxième thématique qui ressortait quand on leur parlait de recherche clinique, c'était que la recherche clinique, c'est souvent une source de complexité et que ça avait tendance à s'opposer à notre singularité des soins palliatifs. Alors bien sûr, dans la complexité de la recherche clinique, il y avait cette complexité administrative, réglementaire, méthodologique, mais il y avait aussi le fait que tout simplement, la recherche en soins palliatifs, c'était un impensé. Contrairement à d'autres spécialités où ça semble ancré dans la pratique, et en soins palliatifs, loin de là, il n'y a aucune organisation locale souvent dans les services par rapport à la recherche en soins palliatifs. Une grande partie des personnels ne savent même pas qu'on fait de la recherche en soins palliatifs. Et donc, il n'y a pas cette culture de la recherche. Et puis, ce qui ressortait très souvent, c'est qu'il existait un conflit de valeurs entre l'objectivation nécessaire en recherche clinique et la prise en compte des singularités qui semblent être le propre pour certains des soins palliatifs. Ainsi, le soin palliatif serait une médecine globale, forcément subjective, contrairement à la recherche clinique. Et la temporalité des soins palliatifs, c'est celle du patient, alors que la temporalité de la recherche clinique, c'est celle du protocole. Enfin, une troisième thématique intéressante est apparue quand on parlait de recherche clinique, c'était l'influence que pouvait avoir l'environnement professionnel sur leur représentation même de la recherche clinique. Ainsi, certains des interviewés disaient clairement que on pouvait avoir une vision positive de la recherche clinique en soins palliatifs si ça nous était un peu dicté par notre environnement comme une priorité. Ainsi, on avait des médecins qui considéraient que c'était du fait d'une prescription verticale de leur hiérarchie qu'ils faisaient de la recherche, et pas forcément par choix, mais que ça pouvait être aussi bénéfique, puisque du coup, ça voulait dire que c'était une priorité,
et que ça aidait à savoir où il fallait mettre son énergie. En effet, cette hiérarchisation des tâches semble compliquée et certains médecins disaient clairement qu'à choisir entre prendre soin du patient ou faire de la recherche, c'est le prendre soin du patient qui était prioritaire. Et que si il n'y avait pas de temps dédié, et la recherche passait forcément au second plan. Enfin, ils disaient tous que l'environnement national semblait insuffisamment ambitieux, avec un manque de force vive, un manque de protocole partagé, qui faisait qu'il n'y avait pas un cercle propice à développer la recherche. Quand on s'est intéressé à comparer les raisons identifiées, cette fois-ci quand on les a interrogées de manière plus précise sur leur gatekeeping, les raisons identifiées par les médecins de justifier leur gatekeeping, on s'est rendu compte qu'ils avaient les mêmes justificatifs que ceux présentés dans la littérature, sauf qu'une nouvelle thématique quand même ressortait, qui n'était pas présente dans la littérature anglo-saxonne, celle de la crainte concernant la relation thérapeutique. En effet, plusieurs interviewés nous disaient avoir peur, en proposant aux patients de participer à une recherche clinique, de rompre un lien existant, ou même peur de majorer un conflit déjà existant. Quand on les interrogeait sur qu'est-ce qui pourrait diminuer ou quel levier on pourrait utiliser pour diminuer ce phénomène de gatekeeping, 5 grands thèmes se sont dégagés rapidement. Améliorer la formation en recherche en soins palliatifs, à la fois des médecins et des soignants, mais aussi des chercheurs ou des arcs pour qu'ils comprennent chacun, l'un comme l'autre, les spécificités des différents métiers. Et mieux accompagner les équipes de recherche dans leurs projets. Être plus impliqué dans la genèse du projet, et ça semble primordial pour chacun, avec la mise en place d'un projet de recherche afin de mieux percevoir sa pertinence. Et donc envisager la recherche comme un temps collectif et pluridisciplinaire d'emblée, et pas seulement au moment où on doit commencer à inclure des patients. Ça veut dire qu'il faut d'emblée que les personnes qui vont proposer le protocole participent à sa genèse. Et si possible, que des patients y participent aussi. Un projet de recherche avec une méthodologie optimale, c'est ce qu'ils disent tous. Il faut que ce soit simple, adapté à la situation clinique de nos patients et éthiquement validé. La nécessité d'une dynamique de groupe, et ce à différentes échelles, qui doivent être forcément impulsées par la hiérarchie. Ça veut dire qu'on a beau vouloir faire de la recherche, mais si notre hiérarchie ne nous suit pas, on ne pourra pas avancer dans ce sens. Et c'est ce qui insistait en disant qu'il fallait une organisation locale qui favorise aussi la recherche, c'est-à-dire qu'il faut un leader au niveau local. Il faut une organisation à la fois en screening et en moyens qui permettent de faire de la recherche. Et il faut valoriser la participation de ceux qui font de la recherche et qui incluent des patients pour qu'ils aient envie de continuer à inclure. Enfin, à la lecture des différents entretiens, il nous a semblé qu'il existait une influence du parcours du médecin sur ces représentations, ce qui n'est pas forcément étonnant, on le reverra, et qu'en fonction de la formation et du parcours professionnel du médecin, il y avait une certaine socialisation professionnelle qui faisait qu'il allait s'investir dans la recherche clinique et percevoir comme normal ou anormal ce phénomène de gatekeeping et en faire plus ou moins. Ainsi, des médecins qui avaient eu un parcours antérieur dans une spécialité où la recherche était naturelle continuaient à faire de la recherche, et au contraire, d'autres pour qui ils n'avaient jamais été dans un environnement qui faisait de la recherche, ça leur semblait pas une priorité, et là, ça ne leur semblait pas même normal de ne pas faire de recherche. Et en découlait aussi qu'il existait des valeurs attribuées aux soins palliatifs et à la recherche qui étaient responsables d'un conflit, et que ces valeurs variaient en fonction des parcours des professionnels. Les valeurs les plus caricaturales qui avaient tendance à s'opposer sont représentées dans le tableau ci-dessous. Souvent, les gens nous disaient les soins palliatifs, ça permet le bénéfice individuel, alors que la recherche, c'est pour le bénéfice collectif. Les soins palliatifs, c'est pour les soins globaux qui s'adressent à la personne dans sa spécificité, alors que la recherche, elle se pose sur une problématique, et donc on élude le reste. Le soin palliatif, c'est la subjectivité, on l'accepte, on l'accueille,
alors que la recherche clinique, elle veut tout sauf de la subjectivité. La temporalité en soins palliatifs, c'est celle du patient, elle est souple, on s'adapte. En recherche clinique, c'est rigide. Et les soins palliatifs, la valeur même, c'est de soulager le patient. Alors, en recherche clinique, c'est d'améliorer nos connaissances pour améliorer nos pratiques, pour après améliorer, du coup, le patient. Si on prend un petit temps pour critiquer ces résultats qui sont intermédiaires, donc les limites, bien sûr, il n'y a pas eu d'observation, donc c'est uniquement sur des discours et pas sur des actes. On n'a pas de saturation des données avec cet entretien, bien sûr. C'est un premier travail ethnographique, même si, bien sûr, ce travail était co-réalisé avec une sociologue. Les avantages et les forces, c'est que c'est une recherche interdisciplinaire et du coup, on a mêlé le point de vue de la sociologue avec le point de vue médical. C'est les premières données sur la situation française et malgré ce petit échantillon, on a des situations, un échantillon qui est assez diversifié. Si on compare du coup aux données de la littérature, ce qui est intéressant, c'est que, à notre avis, ce qui est surtout intéressant, c'est que vu que ce sont des médecins de soins palliatifs qui ont été interrogés, qui font la recherche clinique généralement portant sur la personne humaine en France du fait de la loi Jardé, eh ben, il n'y a pas de difficulté à étiqueter ou pronostiquer un patient en soins palliatifs puisque c'est leur corps de métier, alors que c'était un frein dans la littérature. Et il n'y a pas de réticence à discuter de l'étude avec le patient si ses proches ne lui apportent pas leur soutien, probablement parce qu'en fait, ces médecins ont l'habitude d'apporter le soutien aux patients aussi. Par contre, on a deux nouvelles catégories. Le manque de personnel qui apparaissait pas tellement dans la littérature anglo-saxonne, et probablement parce que le fonctionnement de la recherche n'est pas la même, c'est plutôt les chercheurs qui sont en manque d'effectifs et pas les médecins. Et puis la crainte contre la relation thérapeutique qu'on a évoquée tout à l'heure. Sur les pistes de solutions, ce que nous dit la littérature, aucune piste de solution n'a été validée, mais on retombe à peu près sur les mêmes pistes qu'on a trouvées. C'est la nécessité d'une culture et formation de la recherche, avoir des moyens humains, adapter les protocoles et créer des outils. Et ça, c'est vrai que ça n'a pas été proposé par les différents médecins, mais créer des outils pour limiter ou dépister le risque de gatekeeping. Alors, il y a deux outils qui ont été créés, mais aucun n'a été validé ou testé pour savoir s'il était efficace. Donc, en conclusion, ce résultat intermédiaire nous montre déjà des pistes pour diminuer le phénomène de gatekeeping. On voit clairement qu'il y a un rôle de la socialisation professionnelle probablement dans ce phénomène. Il est totalement nécessaire de poursuivre les entretiens, de réaliser les observations. Et peut-être que pour mieux appréhender ces représentations de la participation des patients par les médecins, de sortir aussi de cette théorie du gatekeeping pour pouvoir imaginer d'autres théories ou même observer d'autres éléments. Merci beaucoup pour votre écoute et je suis tout à vous pour les questions. Merci beaucoup Adrien. Personnellement, moi j'ai retrouvé effectivement beaucoup de choses qui relèvent de l'expérience de la recherche sur le terrain en soins palliatifs, sur ce phénomène de gatekeeping. Et alors j'aurais beaucoup de questions, mais je vais peut-être laisser la priorité aux participants de notre séminaire et voir s'il y a des questions dans le chat. Oui, alors deux questions qui se rejoignent un petit peu. La première, c'est peut-être si vous pouviez rappeler pourquoi les chercheurs n'accèdent pas directement aux patients pour leur demander leur volonté de participer. Donc, est-ce qu'il y aurait besoin de ce filtrage? Et une autre qui est un peu dans justement dans la continuité, en demandant s'il y a des études sur les réactions des patients vis-à-vis d'une proposition à participer à une étude, et donc de voir si la réaction, le gatekeeping de médecins serait légitime dans certains cas. Alors, je commence par la deuxième. Concernant la vision des patients de participer à des recherches cliniques en soins palliatifs, je ne l'ai pas abordé dans la présentation, mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, et c'est souvent ce qu'on nous entend, ça va déranger le patient, il est fatigué. Ce que ressort des études qualitatives réalisées auprès des patients qui ont participé, c'est qu'ils étaient plutôt demandeurs de participer. Qui n'avaient pas cette crainte de la fatigue et qu'au contraire, ils voulaient donner un sens à leur dernier temps de vie et que pour eux, ça allait être bénéfique, comme toute recherche, normalement, on cherche à avoir un bénéfice et que ça avait une valeur importante. Donc, ce qui ressort dans l'ensemble des études qualitatives, c'est que les patients de soins palliatifs sont plutôt demandeurs et n'ont pas d'a priori négatif sur la recherche clinique. Donc ça, c'est important parce que ça va un peu à l'encontre de ce qu'on pourrait s'imaginer ou qu'on entend régulièrement dans les services.
Après, la précédente question, c'était… C'est pourquoi s'adresse-t-on pas directement Ah oui, aux voilà. patients? Alors, c'est vrai que la loi française, quand on fait une recherche portant sur la personne humaine, dit loi Jardé, euh, et ben, normalement, c'est l'investigateur qui doit proposer au patient l'étude. Et l'investigateur, quand c'est une recherche portant sur la personne humaine, ça peut être qu'un médecin ou une sage-femme ou un dentiste. Alors, il peut y avoir, dans certains cas, des dérogations, mais du coup, ce sera des sous-catégories de cette loi. Et si c'est un essai sur le médicament, bah, ça peut être qu'un médecin qui propose. Alors après, si c'est des entretiens sans tester un médicament, ça peut être un sociologue, mais dès que c'est généralement tester un médicament ou un dispositif médical, ça rentre dans une catégorie de cette loi Jardé qui fait que c'est obligatoirement un médecin ou une sage-femme ou un dentiste en fonction de la thérapeutique réalisée. Donc là, c'est purement réglementaire, qui fait que notre réglementation française fait que ça ne peut pas être le chercheur directement, c'est-à-dire que ça ne peut pas être le laboratoire qui développe le médicament, qui mandate ses chercheurs pour proposer aux patients. Merci. Moi, j'avais peut-être une petite question dans le prolongement. Est-ce qu'on sait, une fois qu'on a passé ce gatekeeping, le pourcentage, donc vous disiez qu'en général les patients sont intéressés, mais est-ce qu'on connaît le pourcentage de ceux qui vont accepter, de ceux qui refusent, et les raisons des patients pour Alors, refuser? Est-ce que ça c'est dépend vraiment, par effectivement… contre, là, du type d'étude, si ça dit interventionnel ou non interventionnel et sur quoi ça porte. Là, il y avait récemment une étude dans le Lancet sur tout simplement de la morphine chez des patients atteints d'insuffisance respiratoire chronique. Et ben, certains ont refusé parce qu'ils avaient déjà l'a priori que la morphine, c'était pas bon pour eux. Donc, vous voyez que ça va aussi dépendre de ce qu'on teste. Là, on leur disait d'emblée que c'était soit placebo, soit morphine. Et du coup, certains ont dit non parce que c'est la morphine qu'on testait. Ils disaient pas non pour le protocole, mais du fait du médicament. Voilà. Donc, il n'y a pas de données pour en général. Ça dépend de ce qu'on a testé. Protocole. Élodie, tu voulais… Oui, alors je vais peut-être juste poser une petite question et puis simplement ensuite conclure parce qu'il va falloir passer à la troisième présentation. Mais j'aurais vraiment pas mal de questions sur cette présentation que j'ai trouvée vraiment intéressante et je retiens aussi ce point de l'absence de culture de recherche en soins palliatifs. Enfin, de l'absence, pas complètement, mais en tout cas d'un manque de structuration et d'intégration en tout cas de la démarche de recherche pour les médecins en soins palliatifs, pour qui c'est pas forcément une priorité. Enfin bon, pour toutes les questions, pour toutes les raisons que tu as présentées, je trouve que c'est vraiment intéressant que ce soit sorti dans les entretiens. Je note aussi du coup l'envie d'avoir peut-être plus de ressources, d'outils, de structuration au niveau local, national, etc. Tu as évoqué par exemple la possibilité d'un partage des protocoles. Je trouve que c'est une bonne idée et je l'ai bien noté. On va voir ce qui est possible de faire dans ce sens-là. J'en ai oublié mes questions. Ah oui, et puis simplement, mais c'est juste pour confirmation, pour revenir sur la question de finalement pourquoi est-ce que c'est pas les patients eux-mêmes qui décident de s'intéresser à une recherche. C'est aussi parce que, comme tu l'as expliqué, les patients sont informés par les médecins ou par les chercheurs, si c'est pas de la recherche clinique, des études qui existent. C'est-à-dire qu'en France, on n'a pas de plateformes sur lesquelles les patients peuvent aller consulter toutes les recherches qui sont menées actuellement et dire ah tiens, cette recherche-là m'intéresse, je voudrais participer à celle-là, en parler à son médecin, lui dire j'ai entendu parler de cette recherche, je voudrais y participer, comment je peux faire. À ma connaissance, ça se passe pas comme ça, à moins d'aller sur des sites internet de type clinical trials, mais je suis pas certaine que des patients puissent avoir accès, enfin facilement accès à ce genre d'informations. C'est en anglais, c'est un petit peu plus complexe. Je ne sais pas là-dessus s'il y aurait quelque chose qui existe peut-être déjà et que Alors, j'ignore. il me semble que l'INCa commence à le réaliser pour la prise en charge des cancers, met à disposition des patients l'ensemble des essais thérapeutiques en cours pour savoir où il y a des essais. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a une place d'une pour les patients experts, mais alors c'est le problème des soins palliatifs, c'est que ces patients experts, au bout d'un moment, ils décèdent et du coup, il faut les renouveler très rapidement, si on peut dire, pour créer le protocole et aussi pour nous dire comment, tout simplement, les patients pourraient être informés, mieux informés des essais en cours dans les différents centres. Est-ce que les patients vont spontanément sur les sites des sociétés savantes pour regarder s'il y a des essais en cours? Je ne sais pas si c'est la meilleure solution, mais il n'y a que les patients qui pourraient nous le dire, je pense.
Tout à fait. Et puis pour conclure véritablement cette fois, et peut-être une idée d'une prochaine recherche, ce serait de voir comment, sur le phénomène de gatekeeping, non pas seulement sur les patients en soins palliatifs, mais sur les patients en fin de vie, qui sont ailleurs, qui sont dans d'autres services. Qu'en soins palliatifs, par exemple en oncologie, etc., voir si justement quels sont les facteurs de gatekeeping qui peuvent être précisément associés à la fin de vie, parce que là tu disais qu'ils n'avaient pas de problème à étiqueter les patients comme étant en fin de vie en soins palliatifs. Et ça, c'est un problème qu'on peut peut-être retrouver ailleurs dans d'autres services et ce serait intéressant si ça peut être déjà été. Exactement. Est-ce que je peux rajouter est-ce que je peux juste glisser une petite question, peut-être un peu piquante? Est-ce qu'il n'y a pas des motifs de gatekeeping moins avouables et donc moins avoués aussi? C'est pour ça qu'on voulait faire des observations aussi. Alors, est-ce que probablement que oui, il y a des éléments qui sont pas du discours et que on n'a pas forcément conscience, parce que ce qui sort du discours, c'est ce qu'on a conscience et constaté soi-même. Donc voilà. Forcément, il y a des choses que... Est-ce que c'est uniquement des questionnaires ou des entretiens semi-dirigés qui ont été réalisés dans les études sur le gatekeeping? Il n'y a jamais eu d'observation ou...